Bonjour. Bonjour, bienvenue. Julia, est-ce qu'on attend encore un petit peu ou on démarre? Je pense qu'on va pouvoir démarrer. On peut y aller. Ok, ça marche. Merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour cette troisième et dernière session de webinaire de retour d'expérience du SMIC-Val. Donc là, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au changement de comportement et au pouvoir de l'influence sociale. Donc, je me présente, moi c'est Suzy Flamet, je travaille à la mission Agenda 21 du département de la Gironde et je suis plus particulièrement en charge de l'animation de la base, du laboratoire La Base. Donc, qu'est-ce que c'est rapidement La Base? C'est un laboratoire d'innovation publique territoriale qui a vocation à accompagner la transformation des services et des politiques publiques en Gironde, notamment dans l'ambition d'être à la hauteur des changements globaux et des changements sociétaux. Donc, très concrètement, en fait, on fait surtout des accompagnements où justement on accompagne des services, des agents, différents porteurs de projets pour être à la hauteur des enjeux, pour repenser un peu nos manières de faire, être innovant dans les méthodes que l'on utilise. Donc on a vraiment un appui méthodologique fort. Et après, on a aussi un programme d'activité où là, l'idée, c'est plus de permettre la compréhension des enjeux complexes pour mieux passer à l'action par la suite. Aussi découvrir des outils innovants, des outils de collaboration et d'intelligence collective, s'acculturer à ces outils-là et s'y former parfois. Et c'est aussi un espace, ce programme d'activité, pour s'entraider autour de sujets, accélérer des projets, etc. Et donc, en fait, on a accompagné le SMIC-Val et suivi le SMIC-Val depuis juillet 2021, depuis l'appel à défi de la DITP, la Direction interministérielle de la transformation publique, sur justement une trajectoire de transformation ambitieuse autour du zéro waste, autour du zéro déchet. Et donc, on est très content, après 2 ans d'accompagnement, de pouvoir proposer cette série de webinaires. Donc là, on est sur le 3e et dernier webinaire, autour donc, du pouvoir de l'influence sociale et du changement de comportement. Et Julia, je te laisse prendre la suite pour nous expliquer tout ça. Super, merci beaucoup Suzy. Donc, moi je suis Julia Zimmerli, je suis manager de la Fabrique Zero Waste, qui est un service au sein du SMIC-Val, qui a pour mission de faire émerger des nouveaux services pour les habitants, pour les aider à réduire leurs déchets. Peut-être juste une petite précision, on enregistre ce webinaire afin de permettre une rediffusion en différé après. Mais donc voilà, si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, vous pouvez couper votre caméra. Donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, en fait, on va essayer d'illustrer le phénomène de normes sociales et de son impact sur nos comportements. Et on va l'illustrer donc avec cet exemple de service de couches lavables qu'on développe au SMIC-Val depuis plus d'1 an avec différents partenaires, dont certains vont pouvoir intervenir aujourd'hui. Ça va, vous m'entendez bien? J'ai cru entendre quelqu'un qui... Ok, super. Et voilà. Et comment finalement cette vision, cette prise de conscience de l'impact de la norme sociale, pas mal d'interférences. Alors oui, là, il y a un micro qu'il faudrait couper parce qu'il y a des échos. Alors, tac, tac, tac. Je pense que c'est bon. Ouais. Ok. Donc, je vais pouvoir continuer. Donc, l'idée pour nous, c'est de vous montrer à chaque fois dans l'ensemble de ces webinaires comment on prend en compte la dimension comportementale et comment ça nous amène aussi à repenser complètement notre manière de faire de la prévention sur la réduction des déchets. Et donc, avec moi, j'ai ma collègue qui est juste là, voilà, Stéphanie Couvreur, qui interviendra à mes côtés pendant le webinaire. Anaïs Troussel, donc, qui est géographe sociale, qui est fondatrice de NARO, et donc avec qui on travaille sur l'évaluation de l'expérimentation qui est en cours sur les couches lavables. Également Valérie Guinaudi, qui est maire de la commune de Montbrier, qui est présidente de la CDC du Grand Cubzaguais, qui est un des partenaires de cette expérimentation. Et Laurence Perrault, qui est élue sur la commune de Saint-André de Cubzac, qui est aussi élue déléguée du SMIC-Val et administratrice de l'EVS, l'espace de vie sociale Le Temps des familles. Tout ça, ce sont que des partenaires de cette expérimentation et c'était important d'avoir un peu un regard croisé et de montrer à quel point la coopération est importante sur ce type de démarche. Donc, dans une première partie, je vais
rapidement poser le cadre en fait de l'expérimentation qui est en cours, tout simplement pour vous permettre de comprendre quelle a été notre démarche d'innovation pour la création de ce service. Après, je laisserai la parole à Anaïs qui présentera des résultats intermédiaires de l'expérimentation, en tâchant voilà, de faire vraiment le lien avec tous ces mécanismes d'influence sociale, de normes sociales. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire sur cet expé. Et puis après, je laisserai réagir Madame Perroux et Madame Guinaudi sur ces éléments. Donc, je vais déjà commencer par vous partager la présentation qu'on a préparée. Voilà. Est-ce que vous voyez bien tous mon écran? Moi, je ne vous vois plus, je vous le dis. Donc, je me lance. À chaque fois, à chaque webinaire, je repose juste quelques éléments clés sur le SMICVAL. Donc là, vous voyez apparaître sur la carte le territoire qui est couvert par le SMICVAL. Donc, on a un syndicat de collecte et traitement des déchets. On couvre Juste, Julia, oui, on est encore sur le petit écran et du coup, je pense que tes diapos ne défilent pas. Alors, pourquoi? Je retente, désolée. Alors, partager. Hop. Et donc, j'en profite pour le dire à l'oral aussi. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra lors des temps d'échange. Voilà, notez-les bien dans le chat pour que ensuite on en discute ensemble. Est-ce que là, vous voyez la carte en grand du territoire du SMICVAL? Non, c'est toujours en version diaporama, en version... Ok, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que là, ça fonctionne? Ah, oui, c'est bon. Super. Merci. Ok, bon impeccable. Donc voilà, on couvre un territoire de 137 communes. Et voilà, rappelez simplement que nos élus ils ont voté en 2019 un projet politique qui s'appelle le projet Impact, avec des ambitions de réduction des déchets qui sont très importants, et que il a été, le choix a été fait d'accompagner vraiment nos habitants au changement de comportement, et dans un objectif de participer à la résilience du territoire au travers d'une politique zéro waste. Et simplement aussi rappeler, peut-être des personnes qui découvrent le SMICVAL, mais il y a 4 types de déchets qui ont été identifiés comme prioritaires. Donc le premier, c'est la matière organique, c'est tout ce qui concerne les végétaux, les restes alimentaires. Le deuxième, c'est le plastique à usage unique. Le troisième chantier prioritaire, c'est le tout venant. Donc ça, c'est tout ce qu'on collecte en déchetterie et qui part aujourd'hui à l'enfouissement. Ça, c'est un chantier qui est extrêmement connecté donc aux questions de réemploi, de réparation. Et le quatrième, ce sont les textiles sanitaires, où on va retrouver justement les couches bébés. Il y a aussi les protections périodiques féminines, mais c'est en fait tous les déchets du corps, donc les mouchoirs, les essuie-tout, etc. Et donc, on a des objectifs de réduction de baisse de 50% sur ce chantier des textiles sanitaires. Et les couches bébés constituent vraiment une part très significative en fait, des textiles sanitaires qu'on collecte sur notre territoire. Et dans la vision de ce projet politique, la création de ce nouveau service public Zero Waste, l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner un maximum de solutions, d'apporter des solutions à nos habitants pour qu'ils puissent faire évoluer leur mode de consommation et donc avoir des nouvelles propositions pour pouvoir réduire la production de leurs déchets. Et donc, ce service de couches lavables en fait partie. Ça fait partie des solutions qui ont été identifiées et sur lesquelles on travaille donc, depuis 1 an et demi maintenant. Donc, comment on a travaillé sur ce sujet-là? Je vous donne juste quelques chiffres clés. Sur notre territoire, on a 2200 naissances par an. Donc, si on considère que les enfants sont propres vers l'âge de 3 ans, ça représente un peu plus de 6000 foyers qui sont concernés aujourd'hui par l'usage des couches jetables. Quand on regarde en fait la composition d'une poubelle d'un foyer où il y a un bébé, les couches en fait représentent 40% du poids de la poubelle, donc c'est très significatif. Donc, il y a un enjeu à plus long terme, sur notre territoire où il y a une perspective de passer à une tarification incitative à l'horizon 2028. Donc, on sait en fait que les familles vont être particulièrement touchées par la mise en place de cette tarification incitative, d'où l'anticipation qui a été décidée par nos élus, de commencer dès maintenant
à structurer un réseau pour que demain, en fait, les familles elles aient une solution pour se passer des couches jetables. Il y a aussi donc un élément de contexte, voilà, un triple enjeu autour des couches jetables aujourd'hui. Le 1er enjeu, il est d'ordre sanitaire. En 2019, en fait, l'ANSES a publié un rapport, qui avait fait beaucoup de bruit parce qu'ils avaient analysé la composition des couches jetables et également des protections périodiques féminines. Et ils ont montré, en fait, qu'il y avait un certain nombre de produits qui étaient problématiques dans la composition, des couches, pour bébés. On a notamment, voilà, ils ont notamment retrouvé des traces de pesticides et puis, bien sûr, de perturbateurs endocriniens qui sont présents maintenant de manière massive dans notre environnement. Il faut savoir en fait que les couches bébés, les protections féminines sont encore des rares produits qui aujourd'hui ne sont pas encadrés sur leur composition. Il y a eu des démarches qui ont été menées par, des ONG, une demande qui a été formulée aussi par l'ANSES au niveau européen. Mais pour l'instant, la réglementation n'évolue pas sur ce sujet-là. La seule évolution qu'on a, depuis 2019, sur la composition des produits, hygiéniques, c'est que maintenant les fabricants ont l'obligation, d'afficher, la liste de la composition en fait, de ces produits. Mais l'enjeu sanitaire reste de taille. Ça a quand même eu un effet, ces révélations de l'ANSES, c'est qu'on a vu apparaître du coup sur le marché, toute une myriade de nouvelles gammes de couches jetables plus écolo, plus saines, avec une amélioration quand même de la composition de ces produits. On a vu le même phénomène pour les protections périodiques féminines et c'est aussi suite à la publication de l'ANSES qu'il y a eu un regain d'intérêt pour les couches lavables et que donc on a vu des marques se lancer et qu'on a vu aussi des marques se lancer sur, par exemple, les culottes de règles ou sur les protections féminines réutilisables, durables. Donc on voit qu'à cet endroit-là, en tout cas avec l'entrée de la question sanitaire, la norme, elle est en train de bouger, elle est en train de s'activer, donc Anaïs y reviendra tout à l'heure. Ensuite, sur les couches jetables, il y a un enjeu économique. J'évoquais tout à l'heure le fait que si demain les élus décident, enfin en tout cas c'est la direction qui va être prise d'aller vers une tarification incitative, du coup ça pose une question d'inégalité face à cette tarification incitative et donc aujourd'hui les couches elles ont un poids qui est très important donc, dans la poubelle des familles, de jeunes parents. Et il y a aussi le fait tout simplement qu'aujourd'hui ça coûte beaucoup plus cher d'utiliser des couches jetables que d'utiliser des couches lavables. Donc si on compare en fait, les coûts entre, l'utilisation de couches jetables pendant 3 ans et l'utilisation, de couches lavables, donc qui intègrent à la fois le coût d'achat des couches, mais aussi, tout simplement l'électricité pour faire tourner les machines et la consommation d'eau, on a un différentiel qui peut aller ça peut coûter jusqu'à 3 fois moins cher d'utiliser des couches lavables, si on compare avec des tarifs de couches justement, de couches bio, qui ont un niveau d'exigence plus élevé en termes de composition. Donc ça, cet aspect économique, il est fondamental à prendre en compte et puis évidemment, il y a la dimension environnementale. On estime qu'un enfant, produit, 1 tonne de déchets, de 0 à 3 ans, tout simplement parce qu'il utilise des couches, on lui met des couches jetables. Donc là, notre objectif, nous, en tant que syndicat, c'est de pouvoir vraiment accompagner cette bascule vers l'usage des couches lavables sur le territoire et voilà. Voilà, donc ça, je vous ai déjà dit qu'il y a plein, voilà, de marques qui se sont lancées. On n'est plus du tout, sur, ça c'est un des freins qu'on rencontre souvent quand on parle des couches lavables. On est quand même, sur des idées reçues sur à quoi ressemble une couche lavable aujourd'hui. On est quand même maintenant sur des produits qui sont esthétiques, qui sont pratiques. Enfin voilà, il y a quand même eu de l'innovation sur les couches lavables. On n'est plus du tout sur les langes qu'il fallait nouer avec des épingles à nourrice. Voilà, c'est ça le terme. On n'est plus du tout sur les mêmes types de produits. Et puis aussi, signe aussi que la norme, elle est en train de bouger. On a un certain nombre de maternités, sur le territoire en France qui sont passées à 100 en couches lavables. Le dernier en date étant, la plus proche de chez nous, en tout cas, c'est Angoulême qui y est passé depuis 2021 et ce qui est important de noter, c'est que ce projet, il a été porté par les sages-femmes, suite justement à la publication du rapport de l'ANSES. Donc on voit qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont en train de bouger.
Donc nous, dans notre manière de travailler, la méthodologie qu'on a utilisée, on s'appuie en fait sur l'approche comportementale pour comprendre en fait quels sont les freins et les leviers à l'adoption des couches lavables. Donc il y a un premier travail qui a été réalisé par une des chercheuses avec qui on travaille, Julie Emerlin, qui a mené donc des entretiens avec des parents. Et qui a aussi fait une petite revue de littérature de tout ce qui avait été publié sur le sujet, qui a également fait des recherches sur les publications qu'il y avait pu y avoir de l'ADEME, des retours d'expérience d'autres territoires. Et donc ça a permis de faire un premier niveau de diagnostic sur les freins et les leviers. Une fois qu'on avait toute cette matière, on a mené donc 3 ateliers de co-design avec des parents, des professionnels de la petite enfance et également aussi des agents du SMICVAL, pour amener en fait les participants à imaginer quel serait le service idéal. Donc on a travaillé là-dessus avec Eugénie, qui j'ai vu est là dans les participantes. Donc Eugénie, tu n'hésites pas à prendre la parole après, si tu as envie de compléter ce que je vais dire. Et donc là, je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de vous partager une vidéo qui raconte justement ces ateliers. Donc, tac, tac, tac. Donc ça, c'est une vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube du SMICVAL. Alors, où est-elle? Je l'avais préparée, mais je ne la vois plus. Donc, j'arrive. Hein. Ok. Alors, attends. Donc, est-ce que tu peux la alors, je vais te laisser faire. Heureusement, j'ai ma spécialiste technique qui va me faire ce qu'il faut. C'est ça? Ouais. Peut-être aussi si vous pouvez mettre le lien dans le chat pour que tout le monde y ait accès aussi. On va tenter comme ça. Est-ce que ça marche? Oui, alors... On a arrêté, mais ça fonctionne, quoi. Ok, ça c'est la bonne nouvelle. L'objectif de l'atelier d'aujourd'hui était de construire un service public idéal vers la couche lavable, comment accompagner les participants, que ce soit des familles ou des milieux de garde, et comment rendre accessible ce service public. Couche jetable, elle pose plusieurs enjeux, donc un enjeu environnemental, problème aussi économique, et ensuite un problème sanitaire. Les solutions qu'on a pu apporter, celles qui sont intéressantes, c'est vraiment on voit l'accompagnement d'un professionnel, mais aussi d'autres parents, comment l'entourage peut jouer favorablement un rôle. Comment aussi l'accompagnement médical, paramédical peut beaucoup aider et comment on peut aussi lever le frein plus financier cette fois-ci. Il y a eu beaucoup de motivation de la part des participants, vraiment beaucoup de solutions qui ont été émises. Ça nous a permis d'aller un peu plus loin, d'affiner un peu plus les solutions qui pourraient du coup répondre à ces besoins-là pour que le SMICVAL puisse les mettre en place et solliciter d'autres acteurs aussi. Ok. Voilà. Donc, je vous récupère. Voilà, donc ça, c'était une vidéo donc, qui a été tournée pendant le 3e atelier de co-design. Et donc, suite à cet atelier de co-design, on a lancé une expérimentation en octobre, une expérimentation de lavage. Je le ferai juste après si ça te va. Donc, expérimentation de services de lavage. On a proposé en fait à différents milieux de garde ainsi qu'à des familles qui souhaitaient bénéficier de ce service-là. Donc là, c'est une expérimentation qui doit se terminer à la fin du mois, donc fin avril. Est-ce qu'il y a le son qui grésille pour d'autres personnes? Je vois ça dans le chat. Oui, ça grésille un peu de mon côté aussi. Ah mince. Ok, bon bah c'est bien parce que j'ai bientôt fini de parler, je vais passer la parole à Anaïs, donc c'est très bien. Et donc dans le cadre de cette expérimentation, donc l'idée c'est que le SMICVAL en fait a fourni les couches à différents milieux de garde ainsi qu'aux parents.
On a travaillé avec l'ESAT de Braux et Saint-Louis, donc qui est sur notre territoire, qui a assuré donc toute la logistique et le lavage, donc récupération des couches sales et livraison des couches propres. On a également travaillé avec les alternatives de Lily, qui ont vraiment accompagné les différents milieux de garde dans l'intégration des couches lavables dans les différentes sections des crèches, MAM, etc. Et donc, on travaille avec Anaïs qui réalise donc une évaluation en continu. Et donc, je vais passer la parole à Anaïs, puisque de toute façon, on ne m'entend pas. Et Anaïs, je vais remettre la présentation pour que tu aies les supports de tes slides. Merci beaucoup, Julia, et bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à me dire si à mon tour aussi je grésille. Alors peut-être juste pour me présenter succinctement du fait que, comme vous allez le voir, faire appel aux sciences humaines et sociales dans la construction des politiques publiques est quand même quelque chose de relativement émergent. Donc je suis la fondatrice de la société à mission NARO, au sein de laquelle nous nous dédions à des activités de recherche-action en sciences humaines et sociales, afin de servir différentes activités comme celle que porte le SMICVAL d'innovation sociale et sociétale. Donc pour l'anecdote, NARO, ça vient du latin raconter, puisque le parti pris, c'est de mettre en récit des expériences collectives entre différentes parties prenantes pour guider à la fois la réflexion et l'action, c'est-à-dire finalement passer par les outils un peu qualitatifs des sciences humaines et sociales pour se donner une nouvelle portée qui diffère un petit peu de tous les indicateurs quantitatifs qui sont très prégnants dans nos outils actuels. Et de ce fait, je vais vous montrer un petit peu en quoi on cultive ce caractère un petit peu hybride à travers cette expérimentation des couches lavables. Alors rapidement, comme vous avez tous dû le constater, le changement de comportement, c'est un mot qui devient de plus en plus récurrent dans nos différents secteurs d'activité. Il y a toute une panoplie d'outils plus ou moins théorisés, conceptualisés. Le parti pris du SMICVAL et celui que j'ai accompagné, c'est celui de l'accompagnement au changement, mais en faisant le choix de se positionner à l'échelle collective. Donc, c'est-à-dire qu'on a voulu vraiment sortir, même si vous allez voir qu'on l'a analysé, de l'échelle individuelle, de comprendre un peu les agissements, la psychologie des gens. On a plutôt choisi de diversifier les outils, d'agir auprès d'un consortium d'acteurs qui fait communauté et de travailler à différentes échelles. Donc ça, c'est un peu comment on se situe dans ce courant émergent du changement de comportement. Et comme vous allez le voir, on essaye à la fois de s'inspirer des outils existants, aussi pour créer un référentiel commun, notamment entre NARO et le SMICVAL, mais aussi avec les parties prenantes. C'est-à-dire qu'on est parti de l'idée d'évaluer l'expérimentation. Donc de manière tout à fait classique, un des outils de cadrage d'une évaluation, c'est cette fameuse matrice. Donc quel était l'objectif de l'évaluation ? C'est d'évaluer la faisabilité d'un nouveau service public de couches lavables. Jusque-là, tout va bien. Et on l'a construit de ces deux manières. Donc un volet rétrospectif qui est en fait le fil de l'eau. On a documenté ce qui s'est passé dans l'expérimentation pendant qu'elle était en train de se faire, et ce, afin d'avoir des propositions, des apprentissages en vue d'un volet prospectif, c'est-à-dire le design de ce futur service public de couches lavables. Alors, sur quoi on s'est focalisé? Parce que, comme vous le savez, dans une évaluation, on essaye de cerner un petit peu notre objet d'étude. On s'est focalisé sur l'accessibilité, c'est-à-dire dans quelle mesure ce qui a été mis en place en termes d'outils, de dynamique, de modes de communication, etc., a été accessible, utilisé et approprié par toutes les personnes qui ont été impliquées. Et aussi, on s'est posé la question, quand on se donne les moyens de proposer un nouveau service et donc un nouvel outil sur le territoire, en quoi, vu que là, c'est à une échelle très restreinte, comme vous allez le voir, on peut le répliquer à plus grande échelle. Et après, pour se laisser guider dans cette démarche, on a posé un certain nombre de critères qu'a déjà évoqué Julia, notamment de s'inscrire dans la continuité du travail de Julie et Merlin, en se demandant, dans notre contexte, quels sont les freins et les leviers à l'adoption des couches lavables qui ont émergé. Donc, dans le cadre de cette proposition, je vais notamment me concentrer sur l'influence sociale. Donc l'idée, c'était à la fois de voir quels sont les leviers et les opportunités pour la suite, et puis de formuler du coup des propositions basées sur cette première expérimentation. Donc on est dans une nouvelle manière de faire qui relève davantage d'une démarche de recherche-action, c'est-à-dire qu'en fait, on testait des pratiques que j'observais tout autant que le SMICVAL et les alternatives de Lily. On les analysait in vivo pour tout de suite réinjecter les résultats et les apprentissages dans l'étape d'après,
de l'expérimentation et le réagir. Donc voilà en quoi on fait un petit peu un pas de côté par rapport aux manières de faire habituelles. Et donc vous voyez, en fait, c'est une évaluation qui implique tous les acteurs, même moi en tant qu'évaluatrice externe, pour essayer amener l'expérimentation au plus grand bénéfice pour tous. Si tu veux bien changer de slide, s'il te plaît, Julia. Donc là, vous allez voir ce schéma qui vous semble impressionnant est assez simple. C'est juste pour vous montrer concrètement tous les pas de côté que ça a impliqué pour le SMICVAL et moi-même. C'est-à-dire quand on se donne les moyens de revoir nos manières de faire et plutôt se dire qu'on va suivre les processus sociaux au fil de l'eau, et ben ça demande un dispositif un peu particulier. Donc en haut à gauche sur le thème un territoire, c'est juste pour vous rappeler les catégories d'acteurs qui ont été impliqués. Donc évidemment, les acteurs principaux ont été le SMICVAL, Naro et les alternatives de Lily, qui ont à la fois été les acteurs initiateurs de l'expérimentation, mais qui étaient aussi ceux que la démarche d'évaluation analysait tout autant que les autres. Les acteurs de la filière, donc autant, j'ai vu que nous avions avec nous aussi l'atelier 9, qui est le fournisseur des couches, que les AT, qui a été mentionné par Julia. Les structures de garde, donc aussi bien, on y reviendra, les MAM, les micro-crèches, les assistantes maternelles du territoire, des parents, sous plusieurs catégories sur lesquelles je vais revenir, les acteurs institutionnels qu'on aura l'occasion d'entendre tout à l'heure, et puis tous ceux qui accompagnent les étapes de maternité de la petite enfance. Donc ça, c'est vraiment cette échelle collective qui a été mobilisée dans le cadre de cette expérimentation. Et le but, ça a été de scinder, depuis le mois de septembre jusqu'au fin mai, plusieurs étapes, donc de démarrage, de mi-parcours et de fin. Et le but, c'était de mobiliser tous ces acteurs pour former une forme de communauté apprenante à travers différents outils que sont des entretiens séquencés et répétitifs tout au long. Donc pourquoi ? Tout simplement pour être capable de capter qu'est-ce qui motive un parent à s'engager dans un processus de couche lavable. Finalement, après quelques essais, quelques mois de pratique, où il en est de ses motivations, de ses représentations autour de la couche lavable, et puis de faire un peu le point sur la fin, sur dire est-ce que la nouvelle pratique qu'il a organisée au sein de son foyer va être pérennisée ou pas. Donc vous voyez vraiment, on a travaillé en étroite collaboration avec les différents parents impliqués. Donc les parents impliqués, c'était 3 catégories. Les parents qui avaient donné leur accord pour que leurs enfants portent des couches lavables au sein des structures de garde du territoire, des parents qui ont accepté d'essayer par eux-mêmes les couches lavables à la maison, et des parents qui ont sollicité la subvention mise en œuvre par le SMICVAL au cours de l'expérimentation. Vous voyez, le but, c'était de collaborer avec chacun en allant à chaque fois à leur rencontre, récolter leurs témoignages. Et c'est ce témoignage dans une posture un peu réflexive qui nous a permis de comprendre quels étaient les freins, les leviers, à quel moment, et de construire ensemble une réflexion pour aller plus loin. Donc voilà ce qui est en cours et qui prendra fin à l'issue de ce mois de mai. Ça, c'était vraiment pour vous montrer le cadrage. Et comme vous l'a dit Julia, merci, il y a eu tout ce travail de Julie et Merlin qui nous a permis déjà d'identifier, on va dire, à partir de premiers discours et de la revue de littérature, des freins et des leviers qui ont été resitués dans une catégorisation que pratique le SMICVAL, qui est celle des engagés et engageables sur la thématique du zéro déchet. Et on voit qu'en fonction des individus, les freins et les leviers varient. Donc, les engageables, on va dire, c'est des gens qui sont attentifs ou à l'écoute du discours sur le zéro déchet. Les engagés, c'est ceux qui ont des pratiques avérées de réduction des déchets. Et les non engageables, c'est des gens qui, pour le moment, ne sont pas touchés par ce discours. Donc, vous voyez, par rapport à ce que vous disiez, Julia, de la norme sociale, on a typologé des profils de parents. Et ce qu'on voit, c'est que l'environnement social, c'est-à-dire autant les maternités, tout le personnel de la petite enfance, etc., que la famille, les amitiés, etc., ont une influence qui peuvent être à la fois relevées du frein ou de levier sur ce passage à l'acte vers une pratique de la couche lavable. Donc ça, c'était juste pour vous dire que ça a été vraiment notre cadre pour documenter le terrain. Julia, si tu veux bien... Et donc, voilà, moi, mon but, c'était dans un premier temps de vraiment vous faire un petit cadrage sur notre manière de faire. Donc, en fait, aujourd'hui, quand on veut se situer sur le changement de comportement, il y a beaucoup d'outils, ils ne sont pas toujours très bien définis, mais le SMICVAL a vraiment une manière propre de faire. C'est l'accompagnement au changement. Et pour ça, ça nous invite tous à re-questionner nos manières de faire et nos outils habituels, même l'évaluation, en se mettant plutôt dans une démarche de recherche-action qui vise à documenter,
analyser et réinjecter les apprentissages et les résultats dans la manière de faire. Donc ça, c'était pour vous le dire. Et là, je voulais juste vous partager quelques résultats. Alors évidemment, le but, c'est que si vous avez des questions pour aller plus loin, ce sera à la fin de cette présentation. Donc j'ai repris les 4 catégories d'acteurs qui ont été ceux avec lesquels on a le plus travaillé au cours de ces derniers mois. Donc tout d'abord, les fameux parents qui ont donné leur accord pour que leurs enfants portent des couches lavables au sein de leur structure de garde. Alors en quoi il y a une influence de l'environnement social? Ce qui a été majoritaire et unique, c'est que l'intégralité des parents, qu'ils aient dit oui ou non, portent une confiance absolue dans la structure de garde. Donc si la structure de garde est porteuse d'un discours positif envers les couches lavables, ça va donner l'adhésion des parents à ce que cette pratique soit mise en place au sein de la structure de garde. Alors, ce qui a été intéressant, c'est que pour autant que la structure de garde ait une réelle influence sur les parents, cela n'a pas permis un passage à l'acte par les parents eux-mêmes. Donc, si vous voulez, Julia et Stéphanie pourront préciser ce qu'on a tenté de faire. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir que la portée de l'expérimentation à ce niveau-là était assez limitée, puisqu'en fait, on a déchargé les parents de la responsabilité de passer à la couche lavable. Donc, en fait, ils n'ont jamais été confrontés à la couche lavable, puisqu'en fait, ils déposaient leurs enfants en couche jetable, ils les récupéraient en couche jetable. Et du coup, on n'a pas réussi à faire que cette influence sociale de la structure de garde ait une porosité pour pénétrer les foyers des parents et leur permettre de le faire à la maison. Donc là, je vous ai mis une citation que je vais vous permettre de lire, qui résume la posture de l'intégralité des parents que nous avons enquêté. J'ai tout de suite dit oui, car la MAM s'en charge. C'est-à-dire que ça n'implique pas, elle, en tant que maman, c'était une maman dans ce cas-là, dans les tâches à conduire. Alors je soutiens. Mais moi, personnellement, je ne le ferai pas à la maison pour des questions logistiques, par manque de temps. Argument numéro 1, et que nous comprenons, des parents étudiés. Deuxième catégorie que nous avons enquêtée, c'est les parents qui ont décidé d'être les acteurs d'une nouvelle pratique de couches lavables au sein de leur foyer. Alors très intéressant, parce que la figure qui ressort le plus, c'est la figure du pionnier, du couple pionnier. C'est-à-dire qu'en fait, dans leur entourage social, ils sont les premiers à questionner ce rapport à la réduction des déchets, à cette pratique de la couche lavable. Et c'est une démarche qu'ils entreprennent un petit peu de manière solitaire. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les termes qui reviennent le plus, c'est qu'ils sont un peu pensés comme dans des extraterrestres dans leur entourage, notamment familial. Et donc, on sent une vraie unité au sein du couple qui est obligé de faire front dans l'affirmation de cette nouvelle pratique. Et ils sont aussi en recherche de reconnaissance. Donc, vous voyez, par rapport au SMICVAL, c'était important pour eux de témoigner que voilà, ils étaient contents d'avoir rencontré enfin cette communauté SMICVAL parce qu'ils étaient jusque-là assez à la marge dans leur pratique. On a aussi une deuxième catégorie, c'est ce que j'ai appelé les alliés. On a appelé les alliés. C'est ceux en fait qui sont la deuxième génération des pionniers, c'est-à-dire ils ont été sensibilisés par une sœur, un frère, un beau-frère, une belle-sœur notamment, et finalement ils s'essayent à la couche lavable. Alors, dans ce cas-là, l'influence sociale, elle a été réellement portée par le SMICVAL en tant que syndicat des déchets, puisqu'elle est venue précipiter un passage à l'acte, c'est-à-dire, allez, je passe le cap de pratiquer la couche lavable, après des parents qui avaient déjà largement cheminé, si je puis dire, théoriquement, avec eux-mêmes, pour déjà être dans la catégorie des engagés. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient déjà raisonné leur pratique du déchet, ils avaient déjà mis en place des choses au sein de leur foyer, et ils avaient juste tous ces questionnements qu'on retrouve très souvent. Quel modèle, quel investissement, quel achat, quelle location, quelle adaptation à mon enfant? Et le SMICVAL est venu apporter des réponses. Nous avons une réponse, nous avons un modèle, nous avons un lavage externalisé, etc. Vous voyez ? Alors ensuite, on a une catégorie qui s'est avérée particulièrement éclairante. C'est les parents qui ont sollicité une subvention. Parce que là, vous voyez, par rapport aux catégories précédentes, on a des parents qui étaient ou pas à l'écoute de la norme, par rapport à la norme sociale émergente sur les couches lavables « et si ça me concernait moi ?» C'est la première catégorie que je vous évoquais. On avait des parents qui étaient plutôt sur l'engagement à peu près, c'est-à-dire je suis à l'écoute, mais je ne l'ai pas encore converti en une action concrète à mon échelle. Et là, on est vraiment sur des parents qui, en fait, ont un long cheminement individuel et qui, en fait, ont déjà eu ce passage à l'acte vers la couche lavable. Et le SMICVAL est venu donner un écho, une portée à leur pratique. Donc là, à nouveau, on retrouve encore plus fortement la figure du pionnier, de la pionnière, comme je vous l'ai évoqué.
ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment eu des influences sociales de la part d'alliés très précis, donc notamment l'entourage amical, c'est celui qui est le plus récurrent dans les analyses, et cette fameuse communauté des couches lavables qui se traduit très concrètement par 2 profils. Les témoignages sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook, et les revendeuses, si je puis dire, de couches lavables de seconde main. Donc on se rend compte que ça, c'est assez éclairant. Il y a un espace de passage de relais entre ces individus-là. Et un gros apprentissage qu'on a eu avec cette catégorie-là, c'est si les gens ont réussi à passer à l'acte et à pérenniser une pratique, c'est parce qu'au bout d'un moment, ces alliés, que ce soit les amis, et notamment les vendeuses de seconde main de couches lavables, c'est parce qu'il y a eu une pratique. On leur a fait essayer, on les a accompagnés, on a fait avec elles. Et ça, c'était vraiment un des apprentissages grâce à cette catégorie. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour ces 2 profils, donc les parents avec subvention et les parents utilisant les couches lavables dans leur foyer, ce qui concerne la relation à l'entourage familial, il est de 2 types. C'est soit ils sont facilitants, c'est-à-dire il y a une adhésion partielle, c'est-à-dire on accepte de soutenir la démarche. Donc c'est un exemple tout bête, mamie garde l'enfant le mercredi, mamie accepte de s'essayer à mettre des couches lavables à condition que sa fille ou son fils lui prépare tout le kit. Ou alors ça va être vraiment très réfractaire, c'est-à-dire que ça va être un véritable frein. On ne valide pas la pratique, on ne partage pas du tout les mêmes valeurs globalement sur les sujets liés aux déchets, et c'est un problème. Et concernant les structures de garde, quand je vous disais que ces parents ont souvent le profil de pionniers, c'est qu'ils sont souvent le premier interlocuteur pour leur structure de garde de dire « Et au fait, est-ce que vous avez pensé aux couches lavables ?» Et là, on a vraiment 2 postures de la part des structures de garde, réfractaires, ou la négociation à minima, ce qu'on a appelé ça comme ça, c'est-à-dire ok, on veut bien essayer parce qu'en fait, comme la norme sociale évolue, ces professionnels de la petite enfance ont quand même entendu les enjeux que vous ont évoqués, Julia, liés à l'environnement, le sanitaire, l'économie, et disent ok, on veut bien s'essayer. Et souvent, le deal, c'est les parents amènent leur enfant en couche lavable avec un petit sac à côté, et la structure s'engage à enlever la couche lavable pour passer ensuite au jetable sur la suite de la journée, peut-être remettre en lavable à la fin de la journée. Donc voilà vraiment ce que j'essaye de vous montrer, vous voyez, c'est vu qu'on est à l'échelle collective, c'est les interrelations entre les types d'acteurs qu'on a étudiés. Et on est vraiment sur des phénomènes à géométrie variable. Et concernant les structures de garde, alors là, on a vu plusieurs profils. Donc là, on est un peu sur l'influence sociale, mais aussi les motivations à s'impliquer dans l'expérimentation. C'est la figure de la référente. Ce à quoi on a été confronté, c'est que parfois, au sein de la structure, il y a une personne qui est estampillée par ses pairs, c'est-à-dire ses collègues et sa direction, comme la spécialiste, par exemple, des couches lavables. Et en fait, son discours va faire valeur par rapport à tout ce qu'on aura pu injecter, nous, comme idée, avec le SMICVAL, les alternatives de Lily et Naro. Et souvent, dans le cas de l'expé, alors c'est très spécifique, ça a parfois été un véritable frein. Donc, ça nous a fait entrer dans des jeux de négociation. Il a fallu qu'on prouve la pertinence de la couche lavable. Aussi, parfois, en fait, c'est un véritable projet ou une conviction défendue par la structure de garde, un peu sur le profil des parents ayant sollicité la subvention ou ceux qui le font par eux-mêmes. Et donc, en fait, la structure de garde, elle a une influence sur son personnel, ou en fait, ça peut être du personnel qui est arrivé là en partageant pas forcément ces ambitions-là, mais qui s'y convertit. Et là, l'expérimentation, elle est venue assurer la phase de test. Allez, on s'essaye, et si ça marche, on continuera, ce qui se passe dans notre cas. Et en fait aussi, ces professionnels-là, que ce soit des MAM, des micro-crèches, des assistantes maternelles seules, ils sont plongés, comme nous tous, dans ce contexte, dans cet environnement institutionnel et réglementaire qui évolue en permanence. Et donc, ils ont compris, voilà, le discours, c'est souvent dire, de toute façon, on va être obligé d'y arriver parce que c'est pour demain, quoi. Et dans ce cas-là, le SMICVAL a eu une réelle influence, surtout en tant que syndicat des déchets, pour être un allié dans cette préparation à de futures pratiques. Donc voilà ce que je voulais vous montrer un petit peu à l'échelle des parties prenantes que nous avons impliquées dans l'expérimentation, les jeux relationnels qui sont mis en place et en quoi il y a des influences sociales à géométrie variable entre chacun. Alors pour vous le résumer en quelques mots, quels acteurs ont une influence sur quels acteurs? Vous me permettrez la question. Donc on se rend compte que les structures de garde, elles sont à la fois un véritable levier pour accompagner les parents dans une conscientisation de la couche lavable, voire un passage à l'acte,
ou alors complètement neutre. Mais alors cette neutralité, pour le moment, c'est plutôt une remise en question de comment nous avons procédé dans cette phase 1 de l'expérimentation. Clairement, le SMICVAL a été un levier pour les parents qui ont demandé la subvention, qui sont typiquement des parents dans la catégorie des engagés, qui ont déjà une vraie familiarité avec la question du zéro déchet, et pour les structures de garde partenaires qui n'étaient pas toutes du tout engagées sur le zéro déchet, qui pouvaient avoir une approche, comme je vous l'ai dit, très réglementaire ou plutôt sanitaire de la couche lavable. Ce qu'on se rend compte, c'est toute l'ambivalence de l'entourage social. Ce qu'on se rend compte, c'est que la posture de la famille, la posture de la sage-femme avant la naissance, la posture de la maternité ont un réel impact, parce qu'on se rend compte que ce que restituent les parents dans leurs témoignages, c'est que la première personne qui va leur parler de ces sujets, c'est leur référente et c'est la personne qui a validation et qui oriente toute leur organisation qui en découle. Donc on a vu que cet entourage social, il peut être un véritable levier sur des profils d'engageables ou d'engagés. Typiquement, quand je vous disais que les amis, s'ils prêtent des couches, s'ils aident à les mettre, ça joue vraiment. Et l'entourage familial, vous voyez, c'est vraiment un frein quand on est sur un public non engageable ou engageable. Ça peut être un levier ou relativement neutre quand on est sur des profils d'engagés. En tout cas, pour conclure sur la norme sociale, ce qu'on voit, c'est que l'intégralité des acteurs dont je vous ai parlé, et au-delà, toutes les parties prenantes qui ont été touchées par l'expé, on a constaté qu'elles étaient toutes à l'écoute de ce sujet des couches lavables, avec des entrées différentes, pour des intérêts différents. On pourra y revenir dans le temps des questions. Et qu'en tout cas, le signal fort que ça nous envoie, c'est que cette norme sociale, elle est bien en cours d'évolution, et que agir en accompagnant les acteurs dans un format un petit peu sur mesure, et ben ça fonctionne. Voilà un peu le propos que je voulais vous tenir ici. Évidemment, tout ça est à discuter pour la suite de l'intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anaïs. Je vais arrêter le partage et puis du coup, je vais passer la parole à Laurent Pérou et Valérie Guinotti. Moi, ce qui me semblait intéressant, c'était de vous questionner sur vous, comment vous avez évolué sur le sujet entre les premiers échanges qu'on a pu avoir et puis aujourd'hui, donc en plus maintenant avec tout l'apport d'Anaïs qui a présenté des premiers éléments de conclusion de cette expé. Donc ça, voilà, comment vous, personnellement, vous avez évolué sur le sujet et puis est-ce que vous êtes interpellé en fait par les habitants sur cette thématique ou peut-être pas du tout encore. Voilà, donc Laurence, je vois que vous avez votre micro ouvert. Peut-être je vous passe la parole en premier et puis Valérie, je vous laisserai réagir après aussi. Alors, moi, j'ai entendu parler de l'expérimentation au SMICVAL, mais j'étais très réceptive parce que je viens d'être grand-mère et ma fille a testé couche lavable. Enfin, on a eu beaucoup de discussions sur le sujet. Donc, quand le sujet est arrivé au SMICVAL, moi, j'étais prête à l'entendre et à le propager. En tout cas, j'avais déjà été sensibilisée, convaincue et il m'a semblé quand même que les raisons de santé, enfin toutes les raisons sont bonnes en fait de passer aux couches lavables, autant la santé que l'environnement, que l'économie. Voilà, donc j'étais prête et quand le SMICVAL a cherché un terrain d'expérimentation, c'est vrai que j'ai proposé que Saint-André de Cubzac puisse tester l'expérimentation parce qu'on avait, il me semble, une configuration assez pertinente, enfin une ville assez grosse, mais pas trop non plus. Et puis, du coup, un rôle pour moi plus facile de facilitateur. Voilà, je ne sais pas ce que Valérie en pense, mais il me semble que nous, on n'a pas fait grand-chose à part rendre possible les liens entre les différents acteurs du territoire. C'est vrai que moi, mon premier réflexe a été justement d'appeler la communauté de communes pour voir si eux, qui ont la compétence petite enfance, avaient envie ou pas de relayer le sujet. Et ils étaient quasi prêts aussi. Enfin, il a suffi d'un mail pour que tout le monde était déjà prêt. Donc voilà, mais notre rôle à nous élus, ça a été vraiment, je crois, de faciliter, de présenter les uns aux autres, de repérer les acteurs facilitants, les structures qui auraient pu accueillir et les dépôts et les collectes de couches propres ou sales pour les familles. Voilà, de mettre en relation ce tissu local qu'on connaît bien avec tous les acteurs dont vous avez parlé, qui eux ont fait des choses. Voilà. Enfin, moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup plus, mais il me semble que notre rôle, il est là et que c'est un vrai rôle de service public, pour le coup, vous l'avez dit, hein, quand les choses vont devenir incitatives, ou voilà, il y a des familles qui vont être réellement pénalisées par ce poids des couches dans leur poubelle et donc sur leur porte-monnaie.
Et que dans notre rôle d'élu, et même si les gens n'ont pas toujours envie de changer leurs habitudes ou s'il faut y revenir plusieurs fois, et pas que sur les couches, c'est à nous aussi de veiller à ce que chaque habitant de notre territoire puisse avoir accès à ces services-là. Donc voilà, il me semble que notre rôle, il a été là. Mais peut-être Valérie peut compléter. Valérie, merci Laurence. Du coup, Valérie, je vous laisse prendre la suite. Oui, bonjour. Oui, du coup, les structures du Grand Cubzaguais se sont intégrées à cette expérimentation suite aux échanges et à la sollicitation du SMICVAL. On est déjà engagé dans le Grand Cubzaguais sur des structures écolo-crèches. Donc, c'était, en tout cas pour moi, l'occasion aussi d'aller un peu plus loin dans cette logique-là, bien entendu avec l'accord des professionnels, puisque c'est elles qui sont sur le terrain dans cette expérimentation. Nous, on porte la volonté politique, mais il faut que les agents soient aussi dans l'acceptation de ce changement de pratique pour leur métier. Donc voilà, avec aussi du coup, avec l'ensemble des partenaires qu'a cité Laurence Pérou, une implication des parents. Parce qu'effectivement, vous l'avez évoqué, mais je pense que c'est le point essentiel. On voit que aujourd'hui, quand même, dans la alors c'est plus qu'une majorité, c'est même pratiquement exclusif. Les parents qui ont participé, en tout cas dans les crèches du Grand Cubzaguais, qui ont participé à cette expérimentation, ils l'ont accepté dans les structures d'accueil, mais par contre, ils l'ont pas reproduit chez eux, pour les raisons que vous avez identifiées. Et je pense que le travail, il va être là aussi. On a quand même sur notre territoire, et moi j'en rencontre régulièrement et de plus en plus, donc quelque part, c'est très positif, des gens qui s'engagent d'eux-mêmes dans les couches lavables. Et c'est peut-être ce travail-là de rencontre et de partage de cette expérience qui nous reste à mener, effectivement, et tirer, bien entendu, les conclusions de l'expérimentation dans les structures d'accueil des jeunes enfants du Grand Cubzaguais, parce qu'on a eu une expérience malheureuse pour des problèmes de taille qui n'étaient pas forcément adaptés. Du coup, voilà, les professionnels ont relevé beaucoup de fuites qui les ont mis en difficulté. Donc, mais c'était lié au modèle. Donc, il faudra qu'on teste d'autres modèles aussi, puisque maintenant, vous l'avez souligné, il y a pléthore de possibilités. Donc, il faut qu'on trouve les modèles qui sont adaptés en fonction des catégories d'âge. Après, pour nous, sur le Grand Cubzaguais, ça a été aussi l'occasion de réfléchir un peu plus loin, et vous parliez du service public des couches lavables. On met en place pour nos structures une laverie. Et bien entendu, l'objectif à terme, c'est aussi de pouvoir avoir une réflexion et d'élargir cette laverie pour qui est destinée à nos structures d'accueil, mais aussi au grand public. Voilà. Donc, on a tout un travail, et ça a été l'occasion aussi du coup de réfléchir un peu différemment à nos projets autour de cette laverie. Voilà. Peut-être juste pour réagir à ce que vous avez partagé toutes les deux, ce qui a été intéressant en fait dans toute cette démarche, c'est que dès les premiers entretiens qui ont été menés par Julie et Merlin sur le territoire, elles nous avaient fait le retour qu'il y avait un accueil très positif en fait des couches lavables sur le territoire et un intérêt qui était fort. Je le souligne parce que ce n'est pas le cas dans toutes les zones géographiques sur le territoire. Et en tout cas, sur notre territoire, il se trouve que voilà, il y a un accueil très positif, que ce soit du secteur de la petite enfance, mais aussi le secteur médical. J'y reviendrai tout à l'heure, mais du coup, la suite de cette expé, c'est le test. On va lancer un test à la maternité de Blaye. Donc voilà, ça c'était la première chose. Après, ce que vous évoquiez tout à l'heure, le fait que c'est important que les professionnels elles soient partantes, alors je dis elles parce que bon, c'est une majorité, là pour le coup on a travaillé qu'avec des femmes, c'est évident qu'on a bien vu voilà, dans les structures de garde où il y avait une unanimité sur le sujet, et les structures où il pouvait y avoir certaines personnes qui étaient dans une posture réfractaire, on n'a pas eu les mêmes résultats. Donc ça, on le savait déjà à l'avance, et ça, c'est toute l'expertise des alternatives de Lily qui a déjà accompagné des crèches sur d'autres territoires.
on le sait, dans l'accompagnement au changement de comportement, le fait d'avoir une adhésion des équipes change fondamentalement les résultats des tests. Et après, ce que vous évoquiez aussi tout à l'heure, Valérie, c'est que donc on a accompagné 6 milieux de garde, et effectivement, sur un des milieux de garde, en fait, on a eu des problématiques de fuite, tout simplement parce qu'en fait, on a testé les couches lavables sur la section des grands. Et effectivement, le modèle qu'on a choisi était moins adapté en fait pour des grands. Et donc ça, voilà, c'est aussi le jeu de l'expérimentation qui a permis de voir, de tester ce modèle. C'est vrai que comme on est dans une perspective d'avoir un service avec un changement d'échelle, on a fait le choix d'avoir un seul modèle de couche pour pouvoir être dans une forme d'industrialisation à terme du lavage. Et bien évidemment, voilà, on ne peut pas avoir un modèle qui correspond à toutes les morphologies de bébés. Donc ça, c'est un des freins qu'on a pu rencontrer dans un des milieux de garde. Voilà, et après, ce que vous évoquiez tout à l'heure, cette grande question de comment embarquer les parents, puis je vois qu'il y a un commentaire qui va aussi dans ce sens, voilà, d'une autre personne qui accompagne donc une crèche depuis 1 an. Et c'est des retours qu'on avait eu aussi d'autres territoires. C'est qu'en fait, quand on équipe une crèche, enfin un milieu de garde, quel qu'il soit, il n'y a pas en fait de capillarité dans les pratiques, c'est-à-dire qu'on n'embarque pas automatiquement les parents à la maison. Et ça, on avait déjà cette intuition que ça n'allait pas être suffisant. Donc, on a testé différents dispositifs pour embarquer les parents, mais on s'est confronté au même mur que les autres territoires. Et en fait, ce qui est fondamental pour comprendre les changements de comportement en général, et plus spécifiquement sur l'intégration de cette pratique des couches lavables, c'est qu'il y a vraiment, et Anaïs l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'il y a tout un cheminement en fait qui est nécessaire pour arriver à ce passage à l'acte. Et que ce cheminement, en fait, il démarre dès la grossesse et que c'est vraiment le moment le plus propice, en fait, c'est le 3e trimestre de grossesse, le moment le plus propice pour avoir des échanges sur les couches lavables avec les parents, pour commencer à les faire cheminer sur la question. D'où l'importance, voilà, de mettre en place ce test dans la maternité de Blaye. On espère aussi qu'on pourra tester les couches lavables à la maternité de Libourne. Mais l'idée, voilà, c'est de mettre finalement les parents face à la pratique des couches lavables pendant leur séjour à la maternité. Donc ça rejoint ce que disait Anaïs aussi tout à l'heure, c'est que dans le passage à l'acte, il y a la mise en pratique et que ça, c'est fondamental. Et on a aussi développé des partenariats avec la PMI de Haute-Gironde ainsi qu'avec tous les espaces de vie sociaux en Haute-Gironde. Donc là, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place pour la suite de la construction du service. Et la proposition, c'est on est en train de former en fait tous ces professionnels qui sont sur le terrain, qui sont en contact direct avec les parents, de les former en fait, de les sensibiliser sur les couches lavables. On leur met à disposition en fait des échantillons de couches lavables pour que ça puisse devenir en fait un support de discussion avec les familles. On va leur proposer aussi des ateliers avec la thématique un environnement sain pour mon bébé. Ça, on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus avec Anaïs tout à l'heure, mais l'entrée santé est vraiment ressorti comme un argument qui parle beaucoup plus aux familles que l'entrée réduction des déchets. Enfin, je veux dire, les parents ont déjà une charge mentale qui est très importante, donc aller les chercher sur les couches lavables, sur l'entrée environnementale, c'est pas ce qui leur parle le plus. Ce qui les préoccupe le plus, c'est la santé de leur bébé. Donc voilà, on lance ces ateliers sur plutôt l'entrée santé environnementale. Et voilà. Et c'est là où on va réussir finalement à accompagner les parents aux différentes étapes de ce cheminement très individuel, très personnel. Et il n'y a que comme ça en fait qu'on pourra amener un changement de comportement. Et enfin, je voulais réagir sur
la mise en place de la laverie, donc au niveau de la CDC, ça fait effectivement partie des scénarios qui sont envisagés pour le développement de ce service de lavage. Et c'est là où toute la coopération territoriale et la coopération locale, elle prend tout son sens et qu'on va justement vers des croisements et des coopérations de nos actions. Est-ce que peut-être Anaïs, Laurence ou Valérie, vous voulez rajouter des choses? Sinon, on va peut-être passer. Je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. Est-ce que vous souhaitiez réagir à tout ça? Non, ça marche. Je vois des noms. Moi, je voulais juste évoquer la PMI, mais vous l'avez fait, Julia, donc c'est très bien parce que c'est aussi un prescripteur en plus auprès souvent de familles en difficulté et qui commence de la maternité jusqu'à la naissance de l'enfant et l'accompagnement de l'arrivée de l'enfant. Donc c'est un prescripteur important pour les publics de la Haute-Gironde. Voilà. Il loue la salle. C'est ça. Et Blaye, c'est l'autre, c'est Mouchak de Blaye. Alors attention, je crois qu'il y a un micro qui est ouvert, Murjana, je crois que c'était votre micro qui était ouvert. Du coup, bienvenue Murjana. Murjana qui est donc notre partenaire à la PMI, médecin coordinatrice. Du coup, Suzy, est-ce que je te redonne la main pour que tu nous partages un peu les questions qui étaient dans le chat et puis peut-être surtout n'hésitez pas aussi à lever la main. Enfin, on a encore une demi-heure devant nous. Oui, on a une demi-heure devant nous, donc n'hésitez pas à prendre la parole si besoin pour poser des questions. Là, les questions qu'on a principalement, c'est des questions plus méthodologiques, notamment sur les entretiens. Donc, notamment sur ta première intervention, Julia, sur les modalités de mobilisation pour les ateliers de co-design. Est-ce qu'il y a une démarche particulière pour assurer une diversité des participants ou pas, notamment pour les parents? Donc, il y avait un exemple territoire, composition du foyer, niveau de vie, âge, engagement dans les pratiques de transition, etc. Alors, en fait, à chaque fois, ça a été le point de démarrage de mobilisation des différents partenaires clés sur le territoire, que ce soit en lien avec la petite enfance, le secteur de la santé. Pour ces premiers ateliers, en fait, on a surtout mobilisé via les acteurs de la petite enfance. Les liens qu'on pouvait avoir avec les acteurs de la santé étaient plus naissants à ce moment du projet. Donc, ces ateliers, ils ont été réalisés, c'était en juin ou juillet dernier. Donc, en fait, on s'est tout simplement appuyé sur les EVS, sur les milieux de garde et aussi beaucoup sur le relais petite enfance. C'est ça qui nous a permis, en fait, de commencer à identifier des acteurs des milieux de garde et aussi des familles. Après, on n'a pas eu non plus... comment dire, on n'a pas eu le luxe de s'assurer d'avoir une représentativité exacte en termes d'âge, de composition du foyer, etc. On en était au stade de la mobilisation qui ne nous permettait pas d'avoir ce luxe-là encore. Oui, et puis c'était aussi sur la base du volontariat, donc je suppose... Oui, c'était ça, c'était sur la base du volontariat. Ok, ça marche, merci. Et après, on avait d'autres questions, toujours méthodologiques, plus sur les entretiens menés par Julie et Merlin, sur l'identification des freins et des leviers à l'utilisation des couches lavables. Est-ce qu'on pouvait en savoir plus un peu sur la méthode des entretiens, voilà, quels ont été ces entretiens-là? Et aussi sur le pourcentage des catégories, des types de profils que Anaïs vous avez présenté tout à l'heure, des types d'acteurs, voilà, à peu près, les représentations pour avoir un ordre de grandeur. Alors, sur les entretiens qui ont été menés par Julie, je vais faire un premier niveau de réponse, puis Anaïs, tu pourras compléter là-dessus, bien sûr. En fait, en amont des entretiens, il y a toujours une étape de recherche, revue de littérature, identification aussi. C'est la littérature grise, je crois que c'est ça le terme consacré. Donc ça peut être des rapports, donc typiquement les rapports de l'ADEME, des rapports d'autres territoires. Et ça, en fait, ça permet déjà d'avoir un premier niveau de compréhension des freins et des leviers. Et après, le jeu des entretiens permettent justement d'aller confirmer ou infirmer ces freins et ces leviers. La démarche sur le terrain, c'est en amont d'identifier des hypothèses et puis de voir si au cours des entretiens,
ces hypothèses ressortent. Est-ce que dans le discours, ça ressort des personnes? Voilà, mais je pense que Anaïs pourrait faire une réponse plus complète sur la manière de mener les entretiens. Anaïs vient à mon secours. Et puis, du coup, je te laisse répondre sur la répartition des catégories. Oui. Oui, typiquement, hein, ce qu'a fait Julie, c'est vraiment une démarche de recherche assez classique ou même de la démarche scientifique plus globalement, ce qu'on appelle la phase de revue de littérature avec la spécificité d'aller chercher autant dans la littérature scientifique que opérationnelle. Et puis d'après, comme l'a dit Julia, poser des hypothèses qu'on vient confirmer ou redessiner avec des premiers entretiens dits exploratoires pour être sûr de ne pas d'avoir de boîte noire sur la réalité qu'on observe, quoi. Donc ça, c'était le premier élément de réponse. Après, sur en effet la précision sur les catégories que je vous ai présentées, à savoir les 3 types de parents et les structures de garde, on a suivi, donc vous l'avez vu, hein, c'est-à-dire plusieurs entretiens réguliers sur une période de 3 et 5, 8 mois. C'est-à-dire il y a 5 ménages à chaque fois, donc 5 foyers de parents ayant accepté que la structure de garde mette des couches lavables à leurs enfants, 5 foyers ayant bénéficié de la pratique de la couche lavable à la maison et 6 parents ayant bénéficié de la subvention. Et on a suivi 4 structures de garde. Alors là, peut-être pour faire le lien avec la toute première question qu'il y a eu, cette question qui est donc une des dimensions fortes évaluées appréhendée par l'évaluation, celle de l'accessibilité. Quand vous vous êtes posé la question des ateliers de co-design, est-ce qu'il y a une volonté de rechercher la diversité, notamment des familles? C'est quelque chose qu'on a eu en tête tout du long. Et en fait, on a plus eu des difficultés, on va dire, d'opérationnalisation. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé l'hypothèse que le type de structure de garde allait être un premier facteur d'influence de quel type de parents on va avoir. Et après, en effet, ce à quoi on s'est confronté, hein, c'est que quand on allait chercher des parents qui étaient, comme ça a été évoqué par plusieurs personnes, volontaires pour la démarche, en fait, ça a tout de suite conditionné un peu les conditions socio-professionnelles de ces familles-là. Et donc aujourd'hui, l'hypothèse qu'on pose, c'est si on a cette volonté de rendre le service accessible, ça va vraiment être dans le caractère sélectif des structures de garde partenaires avec lesquelles on travaille. Pour vous dire, là, on vous parle de ce qui a été fait, mais il y a eu toute une démarche forte du SMICVAL d'intégrer aussi la CAF, par exemple, aux échanges, etc., etc. Et la question de dire, surtout quand on dit que l'enjeu des couches lavables, il est aussi économique, c'est d'accéder aussi à des foyers plus en situation de vulnérabilité économique. Et ben, on avait un devoir, nous, de se dire que la manière dont on agissait, elle permettait à ces personnes de se saisir des informations et des ressources qu'on mettait à disposition. Et aujourd'hui, le bilan qu'on fait, c'est que le fait qu'aujourd'hui le SMICVAL se redéploie vers les maternités de Blaye, de Libourne, le fait que le SMICVAL interagisse et implique les sages-femmes en libéral, le fait que les structures de garde, on en a une connaissance beaucoup plus fine aujourd'hui. Vous voyez bien qu'entre une MAM, une assistante maternelle, une micro-crèche, derrière, il y a des profils de familles différents. Aujourd'hui, la réponse qu'on donne sur comment rendre ce service accessible pour tous, ce sera par une attention particulière à qui sont ces maillons intermédiaires de la petite enfance et de la maternité pour capter la plus grande diversité des familles. On pense que là, c'est vraiment important. Et pour autant, comme l'a dit aussi Valérie, de permettre à cette communauté de personnes engagées avec un certain niveau de ressources sociales, intellectuelles, financières, etc., de trouver des espaces aussi où interagir et servir de relais, d'ambassadeur d'un discours. Mais voilà, c'est pour ça que vous voyez, on a mis à cœur de l'évaluation de l'accessibilité parmi tout, quoi. Merci beaucoup pour cette réponse très précise. Ensuite, on avait des questions plus techniques, pratico-pratiques même, sur les couches en tant que telles, s'il n'y avait pas eu de problème avec les boutons pression, notamment suite au retour d'expérience de Morgane Jacob. D'ailleurs, si vous voulez prendre la parole, c'est tout à fait possible. Mais donc, il y a eu des difficultés, des retours d'autres crèches sur la dangerosité parce que les boutons pression pouvaient se détacher et du coup pouvaient être ingérés et aussi qu'ils fondaient à force des passages au sèche-linge. Donc vraiment, voilà, très pratico-pratique. Et aussi, même côté financier, comment est-ce que ça se passe en termes de charges financières, en fait, du coût de l'achat des couches, du lavage, etc.
Oui, juste, je me permets de préciser, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Sur l'histoire des boutons de pression. Donc, nous, la crèche qu'on accompagne, on utilisait des couches de la marque Hamac, donc c'est des scratchs. Et on n'a pas eu d'expérience avec les boutons de pression, mais elles, c'est vraiment un frein qu'elles nous ont fait remonter de ce qu'elles avaient entendu par ailleurs. Et c'est vrai qu'on se pose la question pour la suite, puisque effectivement, Hamac a déposé le bilan, donc on est en recherche de nouvelles couches. Et la majorité des couches sont quand même à pression, surtout quand elles sont en taille unique. Donc voilà, je me demandais si vous aviez un retour sur le sujet. Merci. Alors sur la question des pressions, on n'a pas eu de retour, en tout cas pas d'inquiétude spécifique des crèches. On a juste eu quelques retours des crèches de cette couche-là, il y a une pression qui s'est détachée. Mais a priori, ça s'est plutôt passé au niveau du lavage, mais aucun retour là-dessus. J'ai vu qu'il y avait Erwan Gouge de l'Atelier 9 qui est ici. Peut-être qu'il veut réagir aussi. Et en tout cas, aucun problème aussi avec le sèche-linge de fonte de ces pressions. Alors, c'est vrai que, alors, il y a plusieurs éléments par rapport aux pressions. On en a parlé avec Anaïs, il me semble, il n'y a pas longtemps, hein, d'ailleurs. Alors, pourquoi nous, on a fait le choix des pressions sur les modèles? Parce qu'on s'est retrouvé effectivement à plusieurs reprises sur des prestations où il y avait aussi déjà la marque que vous venez de citer là, dont je ne savais même pas d'ailleurs qu'elle venait d'avoir des petits soucis. Le problème en fait, la première grosse commande qu'on a eue sur une crèche, c'est la crèche Les Souris Vertes à Marsac-sur-Lys en Dordogne, qui nous a. On a eu un modèle à scratch. Au début, on faisait scratch et pression, et qui nous a dit nous, on veut pas de scratch parce que les scratch, en fait, on a des usures prématurées. C'est un matériau, le velcro là, qui supporte très 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 mal et le lavage et le séchage. C'est des petites bouclettes plastiques. Et en fait, sur ce type de modèle, en fait, on a une usure prématurée des velcro, et ce qui fait que quand on fait un produit qui a un coût, hein, nous, on a fait le choix et encouragé par les premières crèches avec qui on a travaillé, justement parce que les pressions plastiques, en l'occurrence, sont beaucoup plus pérennes quoi, que les scratch. Alors nous, ça fait 3 ans qu'on fournit des crèches, la maternité du centre hospitalier d'Angoulême et le centre clinical de Soyaux, puis voilà, d'autres opérations en cours. Et puis là, en l'occurrence, l'opération sur SMICVAL. Alors c'est vrai que sur l'opération avec le SMICVAL, pour vous redonner un ordre d'idée, il y a eu de sertissage au niveau du montage. On a un sertissage avec des machines pneumatiques, donc qui assure normalement une pression constante pour pas avoir ce genre de désagrément. Mais il peut arriver qu'un modèle effectivement passe entre les mailles. Donc là, voilà, là ça a été une enveloppe sur 1250. C'est compliqué effectivement d'avoir du 100%, même si on essaye d'être très attentif à ça parce qu'on a conscience. Et après, sur que ce soit les particuliers, parce qu'on fait aussi de la vente aux particuliers, ou les structures dont on est fournisseur. Sur la problématique des pressions, on n'a pas de retour d'enfants qui se soient étouffés avec une pression plastique, quoi. On n'a jamais eu ce genre de retour ou d'inquiétude, enfin, très sincèrement, hein, et on fait aussi un travail d'accompagnement auprès des structures, hein. On l'a fait pour notamment les crèches du territoire Charente, parce que nous, on est implanté à Angoulême. Donc, on fait toujours un travail en amont avec le personnel des crèches pour déconstruire un peu les a priori, pour donner un peu toutes nos petites astuces de fonctionnement sur les couches lavables, parce qu'effectivement, c'est un vrai changement de pratique par rapport à du jetable. Très sincèrement, c'est la première fois que j'entends ça. Autant on a des retours sur choses dont on échangeait aussi avec Anaïs, sur le volume de la couche lavable par rapport au volume d'une couche jetable, et notamment cet effet d'écartement des jambes au niveau du bassin pour les plus jeunes, là, pour les nourrissons, mais qui a été validé par des psychomotriciens, et ça à plusieurs reprises, qu'il n'y avait pas de dangerosité par rapport à ça. Voilà. Mais sur les pressions, j'avoue que non, ça, j'avais pas eu. Et bon. Je me permets. Oui, non, je voulais juste vous dire, comme dans tout sujet, il y a toujours l'objet de la controverse, et vraiment dans cette étude, c'est le modèle. C'est-à-dire,
si on regarde tous les entretiens qui ont été menés, il y a autant une satisfaction pleine du modèle pour ce qu'il propose, c'est-à-dire, mine de rien, ça a permis à beaucoup de parents et structures de garde de ne pas avoir à se poser la question et à chercher quel est le bon modèle. La réponse a été donnée par le SMICVAL. Et à la fois, ce côté adaptable grâce aux pressions a permis quand même de balayer un certain nombre, si je puis dire, de morphologies d'enfants en reconnaissant de manière unanime la portée limitée de ce modèle qui est que ça va être dépendant plutôt de spécificités sur lesquelles le syndicat ne pourra rien faire, c'est-à-dire, excusez-moi le jargon, mais on l'a découvert avec Julia aussi au cours de l'expérimentation, si ce sont des petits ou des gros mouilleurs et en fonction de leur morphologie propre, c'est-à-dire de leur corpulence, etc. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans l'échantillon, c'est complètement polarisé entre ceux qui sont contents et ceux qui ne sont pas contents. Et ce qui est intéressant du fait qu'on les a suivis du début à la fin, ce fameux phénomène de suivre au fil de l'eau, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, ce qu'on a vu, alors c'est sûrement pareil dans le développement des ados, hein, c'est ce besoin d'appropriation. Et donc, on a vu que tous les parents pour qui le SMICVAL avait été un élément déclencheur de passage à l'acte, au bout d'un moment, il y a une réaction d'indépendance et d'autonomie des parents qui dit « Oui, mais moi, en fait, j'ai cherché après d'autres modèles et finalement, j'ai choisi d'autres modèles. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que les parents en couche lavable de manière autonome et les parents qui ont fait le choix de la subvention, en fait, ils gèrent plusieurs types de modèles. Alors, c'est notamment Scratch Pression. Et c'est notamment, alors Stéphanie Couvreur, n'hésite pas à me reprendre, est-ce que l'insert est intégré ou pas? Voilà. Donc, on voit aussi ce phénomène-là. Donc, finalement, on est toujours en discussion. Est-ce qu'il faut des modèles spécifiques pour chacun? Je pense qu'au bout d'un moment, le rôle d'un syndicat des déchets qui est de proposer un existant, de dire en fait, oui, cette norme sociale, on en a conscience et on propose des outils. Et ça se traduit par un modèle unique, c'est déjà une réponse qui me semble satisfaisante et qui dit ça vous donne l'incitation à, on a une diversité d'outils, de la subvention, du modèle, de l'accompagnement, du lavage externalisé, internalisé, et après, libre à vous de composer dans les interstices pour trouver votre manière de faire. Vous voyez, l'autre sujet de grand débat, c'est les fuites. Alors évidemment, au début, on a eu beaucoup de fuites. Évidemment, l'accompagnement fourni notamment par les alternatives de Lily a largement démontré que cette fuite était majoritairement corrélée à une mauvaise pratique de l'installation des couches. Après, nous avons aussi conclu collectivement, c'est-à-dire autant les parents que les structures de garde, que les fuites étaient, vu qu'il y a eu un très beau suivi de la part des alternatives de Lily sur vraiment chaque champ, chaque jour pour chaque type d'enfant, que les fuites étaient prépondérantes sur le temps de la sieste et des nuitées. Bon, voilà, ça, c'est des choses qui font consensus. Donc, le modèle, il a une portée, il a ses limites. Et en tout cas, ce qu'on a conclu, c'est que les fuites, c'est clairement lié à un mal usage et c'est clairement lié à des épisodes de la vie de l'enfant qui s'appellent ses siestes et ses nuits où la probabilité augmente. Et c'est pour ça que nous, vous voyez, aujourd'hui, la bascule qu'on a tous eue là, dans ce petit écosystème que je vous avais présenté, c'est de dire qu'en fait, aujourd'hui, l'incitation, elle n'est pas à un 100% couche lavable, elle est vraiment à une mixité des pratiques jetable, lavable, et que chacun se sente à l'aise dans sa pratique. Donc voilà un peu parce que c'est les deux grands sujets à chaque fois, le modèle et la fuite. Donc voilà en tout cas nous les apprentissages qu'on en tire avec l'expérimentation. Julia et Stéphanie, je vous en prie, hein, ajuster. Non mais là, ça a été tellement complet vos réponses que je pense qu'on va, du coup, on va répondre sur l'aspect financier. En fait, le SMICVAL a pris le parti de financer l'intégralité de l'expérimentation. Donc, on a investi dans l'achat des couches et on a financé donc le lavage, la logistique ainsi que l'accompagnement et aussi toute la partie évaluation de cette expé. Et par contre, voilà, pour la suite, en fait, on bénéficie d'une subvention de la région qui nous accompagne sur la suite du dispositif. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, voilà, la formation des professionnels, sensibilisation des professionnels sur le territoire, la mise à disposition de guides de démonstration, l'organisation de ces ateliers. Donc là, voilà, on a une subvention de la région pour 2 ans sur ce sujet-là. Et surtout, on va donner une seconde vie à notre stock de couches. Donc là, on a la première phase d'expé sur le lavage qui se termine. En parallèle, on ne l'a pas évoqué, mais on a aussi une étude de modélisation économique qui est en cours. Donc tout ça, entre le travail d'analyse, la modélisation économique, tout ça va permettre finalement à nos élus ensuite de prendre des décisions sur différents scénarios.
de ce que pourrait être le service de lavage de demain. Et on va continuer à faire vivre notre stock de couches en les mettant en fait à disposition gratuitement de nos habitants pour qu'ils puissent tester les couches à la maison. Et ça, voilà, c'est un investissement du coup qui va avoir plusieurs vies. Voilà, j'espère que je pense que j'ai répondu à la question. Voilà. Et après, Suzy, j'avais l'impression qu'on est arrivé au bout des questions. Il y avait Eugénie qui avait apporté une précision sur les ateliers de co-design. En fait, on a travaillé donc, lors de cet atelier avec un peu l'approche des personas. Enfin, c'est pas un peu, on a complètement pris l'approche des personas. Et donc, on s'est vraiment mis à la place d'un parent sur le territoire. On avait pris le soin de, voilà, avec la technique des personas, de définir quelques éléments sur ce parent type. Quelles sont ses habitudes de consommation, quelles sont ses représentations sociales, dans quel environnement il évolue, quelle est sa profession. Et donc, à partir de cette démarche empathique dont parle Eugénie dans son commentaire, on a travaillé donc, sur tout le parcours parent qui débute au moment de la découverte de la grossesse jusqu'à la propreté de l'enfant. Et c'est ça qui nous a permis d'identifier à chaque étape clé de tous les points de contact en fait, avec les professionnels de la petite enfance, les professionnels de santé, mais aussi avec l'entourage, la famille, les amis, etc. Ça nous a permis en fait, d'identifier toutes les actions qu'on pouvait mettre en œuvre. Et c'est peut-être ça voilà, qui nous semble important pour à retenir de ce webinaire et puis des changements de comportement en général, c'est que ce n'est pas une action qui va pouvoir déclencher un changement de comportement, mais vous voyez bien qu'il y a tout un cheminement à accompagner. Voilà. Oui, tout à fait. On voit vraiment que c'est une multitude, une diversité en fait, d'outils, d'aides et de possibilités de changement de pratique. Et après, chacun est libre de l'adopter, même de l'adapter aussi, selon son quotidien, etc. Eh bien, un grand merci parce que c'était vraiment très riche et très intéressant. Il nous reste encore un peu de temps. Donc, si jamais il y a des questions ou des compléments. Je voulais simplement vous montrer, annoncer donc, le colloque qu'on organise. Oui. On organise le 17 mai au SMICVAL. Donc, c'est vraiment dans la continuité de ces 3 webinaires, donc une journée complète qui aura lieu donc, voilà, sur le site de Saint-Denis de Pile. Donc, on aura toute une matinée avec des tables rondes, des témoignages, des regards croisés aussi d'autres territoires, donc pas uniquement le SMICVAL. Le matin, donc, il y aura une table ronde qui portera sur l'approche systémique pour construire les politiques publiques pour faire face aux enjeux climatiques. On aura une deuxième table ronde qui sera vraiment dédiée à tous ces nouveaux outils qui se développent avec cette approche comportementale. Et une troisième table ronde qui sera consacrée à la participation citoyenne. On aura aussi des retours d'expérience voilà, d'acteurs sur notre territoire. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en discussion, mettre en dialogue l'approche du SMICVAL avec d'autres collectivités. Voilà. Et l'après-midi, donc il y aura des visites sur le terrain, donc une visite au SMICVAL Market de Vers, qui est une déchetterie qu'on a complètement réinventée. Donc ça fait maintenant plusieurs années, mais on l'a réinventée avec cette approche comportementale, avec une présentation aussi du comptoir Répar, qui est notre nouveau service de réparation qu'on propose aux habitants. Une visite sur le site de Saint-Denis de Pile, une balade sociologique qu'on a nommée comme ça, donc avec ma collègue Stéphanie Couvreur et aussi Maxence Mautré, qui est doctorant en thèse chez nous, sur la question des déchets et des inégalités. Et on proposera aussi avec Anaïs, toutes les deux, voilà, un atelier recherche-action sur la construction de ce service de couche lavable. Bon, a priori, là, vous êtes bien fort sur le sujet, mais il y a tout le reste. Et donc, on va mettre dans le fil de discussion le lien d'inscription pour ce colloque qui est donc gratuit, ouvert à tous et toutes. J'espère que j'ai assez fait la pub pour notre colloque.
Oui, merci Julia. J'ai mis le lien dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Parfait. Eh ben, merci beaucoup en tout cas à nos intervenantes et aussi partenaires qui étaient présents pendant cet échange. Merci à toutes et tous. Donc, vous retrouverez le replay, on va vous l'envoyer par mail et vous le retrouverez aussi sur notre site internet Wiki. Donc, on vous enverra tout ça par mail. Voilà. Merci Super. beaucoup. Bon après-midi. Merci. Très belle journée. Merci, Au bon revoir. après-midi, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.